En réfléchissant à cette saga de films et à ce film précis, donc Fast and Furious 10, Fast X, Fast 10, enfin bref, voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur le cinéma d'action, qui est un genre que j'aime bien, comme vous le savez, et je suis arrivé à des choses un petit peu particulières, mais d'abord on va se remettre un petit peu dans l'ambiance avec deux, trois petites images, c'est parti. La cavalerie s'amène! Santé. On a besoin de flingues et de voitures. Réalisé par Louis Leterrier, le français Cocorico, qui est sorti donc de l'écurie Besson, c'est clairement pas le pire à être sorti de l'écurie Besson. Alors, tous ces films ne sont clairement pas des bombes atomiques, hein, mais c'est quand même un mec qui a sorti quelques films tout à fait honnêtes. Alors bon, des fois il s'est fait un peu aider par Corey Yuen, par Yuen Woo-ping, hein, comme vous savez. Mais je veux dire, c'est pas le mec qui a fait les pires films de l'histoire, je trouve. C'était un qui est plutôt correct. Alors on va pas dire que le mec a fait des chefs-d'œuvre, mais globalement... c'est un type que, si je le vois au générique, je vais pas forcément courir dans l'autre sens en mode « Ah, c'est dégueulasse », je trouve que, voilà, il s'en sort plutôt correctement. Surtout que là, en plus, bah, il est dans une saga très marquée, avec ses codes, avec tout ce qui va avec, à tel point que cette saga, qu'on le veuille ou non, c'est un côté un peu Marvel. C'est pas les mêmes codes, mais on a un peu les mêmes trucs, il faut que ça revienne, il faut qu'il y ait un peu les mêmes choses, etc., etc. Donc, il est réalisateur, mais à quel point est-ce qu'il va pouvoir mettre sa patte, ça c'est compliqué. Un truc que j'ai apprécié, c'est que j'ai entendu... dire des choses sur la saga Fast and Furious, et entre autres, il a dit qu'il trouvait que le 9 était trop exagéré, que le 9 allait trop dans l'exagération. Alors évidemment, Fast and Furious c'est une saga d'exagération, mais ça me fait plaisir de me dire que, ah ouais, parce que moi le 9 aussi j'ai eu de la peine, de me dire que, ah, il essaie de revenir plus vers celui que j'ai apprécié, donc on va dire entre le 5 et le 8, même si le 8 pour moi était déjà un petit peu mou, mais bon, le 9 j'ai vraiment eu de la peine, donc voilà. Alors maintenant... j'ai essayé de réfléchir quand même. Qu'est-ce qui fait que cette saga perdure comme ça à travers le temps? Qu'est-ce qui fait que cette saga perdure à travers le temps? Alors je me suis dit, c'est marrant parce que, en fait, cette saga, c'est peut-être une des dernières sagas qui a un petit côté, justement, film d'action des années 80-90, un petit côté dans le sens où on a des mecs musclés qui s'assument en tant que tels, qui assument leur virilité, qui sont trop forts et tout. C'est un film dans lequel on va se tirer dessus, on va se tuer quand on se tire dessus. Enfin, c'est une saga qui a un truc un peu à l'ancienne. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est censé être ton genre préféré, donc tu dois être hyper content, c'est peut-être ça. Mais je suis pas sûr que le succès de la saga vienne juste de vieux comme moi, qui ont de la nostalgie, et que ces films viennent un petit peu nous caresser sur un truc qu'on aimait bien. Je suis pas totalement sûr. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur ce que nous apportaient les films d'action de l'époque. Et en fait, je suis parti dans un petit délire, vous le savez, j'aime bien la psychologie de comptoir, donc je suis parti un petit peu dans un petit délire et je suis retourné en fait à la pyramide de Maslow. Qu'est-ce que la pyramide de Maslow nous dit par rapport aux besoins primaires, secondaires, etc., etc. Alors, je vais un petit peu lire, évidemment, c'est schématique ce que je vais dire, mais donc la pyramide de Maslow, elle commence par, voilà, ici, alors il y a plein de choses, manger, avoir un toit, etc., et parmi eux, il y a se reproduire, avoir du sexe. Alors, évidemment, c'est pas parce qu'il y a un X dans le film qu'on va avoir du sexe en allant voir ce film, mais c'est vrai que c'était une saga qui était, en tout cas à la base, on va voir comment elle a évolué hein, pour ce film, mais à la base quand même très sexy, avec ces filles aux fortes poitrines, pantalons très courts dans les courses et tout ça, qui bougent et compagnie, il y avait un côté sexy. Alors évidemment, c'était pour attirer le mâle, on va dire, hein, c'était surtout ça l'idée globale, mais c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, il y avait ce côté sexy qui venait titiller le spectateur classique et jeune de préférence. Combien de fois j'ai eu des discussions, les gens quand je discutais avec eux, je leur disais ouais, l'actrice, je trouve qu'elle elle joue pas super bien, ouais mais elle est trop belle. Ouais, je suis d'accord, c'est plaisant, je ne dis pas, mais c'est pas un argument au même niveau, hein, les gens. Alors, évidemment, là, je pars du principe que les producteurs visaient des jeunes mâles hétéros, hein, évidemment, hein, mais ça ne veut pas non plus dire que ça ne pouvait pas viser un autre public, hein, que les choses soient bien claires, mais je stéréotype, hein, que vous compreniez un peu la direction. Donc, si vous voulez, il y avait un petit peu cet aspect-là. Bon, ok. Ensuite, la pyramide de Maslow nous dit l'appartenance. Alors l'appartenance, là, il y a deux trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Bon, alors évidemment, le fait que ce soit un succès, puis que les gens suivent, et donc tu fais partie des fans qui adorent, et donc tu t'auto-congratules avec d'autres, ça c'est classique, hein, dans tous les trucs du genre, hein, les Potterheads, les fans de Star Wars, les Trekkers, hein, on crée même des groupes. Mais surtout, que fait la saga? Eh ben, elle arrête pas de nous parler de famille, d'appartenance et tout ça, donc on fait partie de ce côté où on est...
on est, enfin, quand on la regarde, c'est pas qu'on fait partie de la famille, mais quand on regarde ces groupes d'amis qui vivent ensemble, qui se respectent, qui s'apprécient, c'est la famille avant tout le monde, etc., etc., ça nous séduit un petit peu dans un arrière-coin de notre tête. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait les besoins d'estime, donc encore une fois, faire partie d'une famille, avoir son rôle, chacun a son rôle, chacun a ses moments forts, chacun a sa particularité, etc., etc., donc on a un peu envie de faire partie de tout ça. Et évidemment, il y a aussi, qu'on le veuille ou non, tout l'aspect protection, parce qu'ils se protègent les uns les autres, ils sont super balèzes, ils ont des gros bras comme ça. Il y a ce côté grand frère, j'avais parlé avec Jules Morgan, hein, si vous connaissez sa chaîne, qui lui me disait qu'il y avait un côté grand frère. Et c'est vrai qu'il y a ce côté grand frère, musclé, etc., qui viennent saupoudrer donc, toute cette saga, et ce côté grand frère invincible même, capable de faire des trucs. Donc on est dans une famille qui est là, qui nous protège, dans laquelle on aime être. Voilà deux, trois bases de pourquoi cette saga perdure, parce qu'en fait, elle arrive à nous caresser dans certaines choses psychologiques, j'ai envie de dire. Après, évidemment, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? On vous parlait de la saga en général. Oui, ça permet de faire le point, mais aussi parce que on est dans le 10e de cette saga qui va continuer dans cette lancée. Donc en fait, en vous disant tout ça, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis déjà en train de vous parler de ce film-là. Ça veut dire qu'on va retrouver les ingrédients qu'on a déjà vus précédemment dans la saga Fast and Furious. Et parmi ces ingrédients, il y a des trucs qui font que justement, c'est pour ça qu'on se pose la question, parce que les scénarios de la saga, très souvent, ils sont un petit peu boiteux du genou, hein, pour rester poli. Hein. C'est-à-dire, il y a des trucs qui font ouais. Il y a plein de trucs qui se passent dans le film, tu fais ouais, c'est pas logique, ou alors tu prends un raccourci. C'est fait pour que ça passe, c'est-à-dire que tu te poses pas trop de questions. Mais quand même, il y a plein de trucs, voilà, tu sais que t'es pas, que tu le veuilles ou non, face à du grand cinéma solide, bien réalisé, absolument, etc. Bien réalisé, d'une certaine manière, oui, avec beaucoup de CGI et tout, mais je veux dire, pas la solidité d'un bon gros film, vous voyez ce que je veux dire, et qui peuvent être des films d'action, hein. Attention, quand je dis ça, je suis pas en train de parler de drame polonais, hein, en noir et blanc, non, je suis en train de parler aussi de cinéma d'action. Et par rapport justement à ces vieux films que je disais, cette saga, un commando était pas plus intelligent, c'est un film aussi qui se prend au second degré, qu'il fallait prendre avec du recul, donc on est dans la continuité. Commando aussi avait des répliques un peu à la con de macho, d'ailleurs le film en rigolait, là on a ça. D'ailleurs si vous voulez savoir plus sur Commando, j'en ai fait une vidéo, hein, allez regarder, comme ça vous aurez tous les détails, pour voir comment ça interagit avec ce film par exemple. Donc on a encore une fois un scénario qui, disons-le, il est un peu boiteux du genou. Hein, mais vraiment, dans le sens où il y a des personnages qui disparaissent comme ça. Hein. Regardez le personnage de Scott Eastwood. À un moment donné, on décide de le mettre sur la touche, on va trouver... Enfin non, il n'y a même pas d'astuce. En fait, on va faire... Hop, on n'en parle plus. Hop, il est plus là. Et vous allez voir que, par exemple, le film, il y a des personnages qui sont un peu en retrait par rapport à l'action, hein, c'est-à-dire là où ça explose. Et du coup, on va un petit peu forcer le ton à des moments pour que tous les personnages aient leur petite scène, même si cette scène est totalement gratuite. Il y a plein de petites scènes dans le film qui sont archi gratuites. Tu dis, oula, ah ouais, oula, ça sort de nulle part. C'est pas déplaisant, le film il fait 2h20 je crois, donc hein, mettre de temps en temps de l'action dans un film d'action, ça ne me déplaît pas du tout. Mais dans la construction, tu vois, il y a ça, des oula. Et le truc, c'est qu'en effet, le film, comme tous ceux de la saga, va encore avoir tous ces moments où la suspension d'incrédulité, elle va faire elle va foutre le camp. Et ça arrive régulièrement dans le film. Hein. Régulièrement, poum, la suspension d'incrédulité, là on prend un coup, ce qui fait qu'on est quand même conscient de regarder un film. Malgré tout, je dis ça, mais je l'ai préféré au numéro 9, justement, Louis Leterrier, ses déclarations me semblent plutôt correctes, hein. Évidemment, il y a toujours des trucs abusés, on est dans Fast and Furious, les gens, on n'est pas dans un film crédible, on le sait bien. Mais globalement, il a mieux fonctionné sur moi que les deux précédents même, donc je suis satisfait à ce niveau-là. Petite chose intéressante, c'est qu'on est donc à une époque, comme je l'ai dit, où... les femmes en petite tenue et tout ça, juste pour être là, pour attirer le mâle masculin plutôt jeune, c'est plus très bien vu, Alors comment le film gère ça? En fait, si vous regardez le film, vous verrez que la plupart des scènes d'action du film, en fait, ce sont des femmes qui les font. Et vous savez quoi? C'est fait avec un naturel et une décontraction à toute épreuve. On se pose pas la question. Franchement, c'est très bien fait, très fluide. Alors,
très fluide, très bien fait, hein, avec tous les soucis de scénario. Hein. Il y a des scènes d'action qui sont là, tu dis, elle est là, mais pourquoi cette scène d'action? Mais au moins, c'est dans la logique du film. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas au-delà forcé, tout ça, c'est d'un naturel dans le film. Vous en faites pas, hein, Toretto, ça reste Vin Diesel, c'est moi le boss, mais ça permet à ces autres personnages de respirer aussi, et comme je dis, c'est fait avec un naturel que je pense qu'il n'y a personne qui va se plaindre de cet aspect-là. Je pense que beaucoup de gens ne vont même pas faire attention à cette petite caractéristique, et donc moi j'ai envie de dire, bah très bien, bravo, félicitations à ce niveau-là. Un petit mot sur le méchant interprété par Jason Momoa dans le film. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que le personnage est juste un personnage qu'on fait des tonnes, voilà, ça dans la saga, lui s'amuse en tout cas, ou est-ce que, vous allez comprendre, est-ce que le personnage est gay dans le film? Il y a une scène qui m'a fait dire à un moment donné, peut-être que c'est ça qu'ils veulent dire. Alors, pas un problème qu'il soit gay, ou ce que vous voulez, mais c'est juste que s'ils l'ont fait gay, alors ils ont un petit peu exagéré son côté un peu foufou, ce qui n'est pas une image très moderne de la chose. Là par contre, je sais pas où ils veulent en venir, mais là par contre ça risque de gueuler un tout petit peu, quand même. Ça je tiens à le dire, sur les réseaux sociaux, il y en a qui risquent de gueuler là-dessus. J'allais dire, vu le niveau du film, d'un point de vue logique du scénario et tout, je sais pas si ça en vaut la peine, mais ça risque de gueuler, et je dirais pas forcément que ça a tort sur ce coup-là, à ce niveau-là, par rapport à ses revendications. Pour le reste, le film va, comme j'ai dit, mettre des scènes gratuites, chose assez rigolote. On a des chansons en espagnol quand ils sont au Brésil, c'est logique, n'est-ce pas? Ils sont en Amérique latine, alors on a des chansons. Il y a une chanson qu'on entend dans le trailer, donc qui fait comme j'aime l'essence, hein. Littéralement, évidemment, c'est un sous-entendu, l'essence c'est aussi autre chose, hein, vous voyez, enfin voilà. Hein. Et c'est marrant parce que pendant qu'il roule, on entend une chanson où en espagnol ils disent « rapide et furieux ». Je dis ça, je dis rien. Donc tu fais, ah bah tiens, quand même, au moins il y a un truc assez rigolo, mais bon, ils sont censés être au Brésil. Alors, on va entendre plus de portugais, je pense, là-dedans, pourquoi de l'espagnol, je sais pas, ça, il faudrait leur demander à eux. Et il y avait encore un dernier petit truc, oui, la fin. Vous êtes sans doute au courant, parce que le film ne le dit pas, hein, mais on savait que ce dernier film allait être découpé en 2 parties. J'ai cru voir passer Vin Diesel qui disait que ça allait être en 3, finalement, en 3. Si je vous le dis, c'est juste parce que, déjà, pas que vous soyez déçus par la fin, qui s'arrête un peu quand même, un peu en mode... Voilà, générique. C'est pas super bien fait, alors je dis pas qu'il fallait une coupure esthétique et tout ça, mais prendre un petit poil plus le temps, hein, pour pas avoir vraiment cette sensation de « allez, vas-y, moi sur mon logiciel de montage, allez, on coupe là, on met le générique ». Un petit peu dommage à ce niveau-là quand même. Voilà. Donc, je récapitule vite fait, j'ai passé un bon petit moment avec toutes les qualités et les défauts de cette saga. De toute façon, on sait ce qu'on va voir.